Salut à toi, consommateur de vidéos YouTube en tout genre. Je suppose que tu es un petit curieux vu que tu as cliqué sur cette vidéo et que tu te demandes sans doute ce que veut dire ce titre. Je vais t'expliquer. L'idée dans cette vidéo, c'est de se demander quelle est la place du spectateur face aux nouvelles images, principalement à travers YouTube et Twitch. En même temps, ça, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Ouais, c'est pas faux. Je te rassure, on va faire fonctionner nos cerveaux, mais ce sera pas trop chiant. Enfin, j'espère. Avant de commencer, une question se pose. Qu'est-ce que le spectateur? Ouais, alors je sais ce que tu vas me répondre, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose. Mais on va essayer d'être un tout petit peu plus intello. Selon Montaigne, ah bah ouais, quand je dis intello, c'est intello. Donc, selon Montaigne, le spectateur est celui qui assiste à une action par opposition à celui qui l'a fait. Et malgré une évolution des médiums depuis 4 siècles, ça reste quand même la définition du spectateur la plus dominante. Le petit truc à retenir, c'est que la notion de passivité est ce qu'il y a de plus important. Mais avec certaines plateformes comme YouTube et Twitch, on peut s'écarter de cette définition et se demander s'il est possible de faire basculer le spectateur passif vers un spectateur actif. Et le spectateur, pour le coup, ben c'est toi. Finalement, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment un spectateur devient un spectateur. Avant de parler des vidéos sur internet, faut quand même d'abord s'intéresser à la base, faire un travail archéologique sur des médiums antécédents, à savoir le cinéma et la télévision. Avant toute chose, on a le premier film interactif. Avec Kino Automate, toi spectateur, tu devais choisir entre le carré rouge et le carré vert. À partir de là, le projectionniste choisissait la bobine qui correspondait pour continuer le film. Bon, c'est en quelque sorte l'ancêtre des jeux full motion video qui se basent sur un procédé de Quick Time Event comme Dragon Slayer. À la télévision, on a eu les 5 dernières minutes à partir de 1958. J'avoue, c'est un exemple pour les vieux. Durant l'épisode, la narration était faite pour que le spectateur puisse participer à l'enquête derrière sa télévision. Un peu comme si tu jouais au Cluedo avec ta télé. Finalement, le coupable, c'était le colonel Moutarde. Des spectateurs étaient même invités sur le plateau pour participer à l'enquête en apparaissant dans la série. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et pour les plus jeunes, j'ai un autre exemple avec Télétactica, diffusé dans Recrea 2 à partir de 1982. Ouais, ok, c'est quand même un exemple de vieux. Mais de moins vieux que ce qu'on a vu avant. Comme te le montre Dorothée, à l'époque où les papas des enfants qui mataient ces émissions voulaient la culbuter, à l'aide de figures géométriques à coller sur l'écran, le spectateur devait aider des personnages à voyager. Avec ces exemples, on constate que les nouvelles technologies n'ont pas inventé un nouveau spectateur, mais qu'elles l'ont plutôt démocratisé. Parce que c'est notre projet. Et donc, si tu veux utiliser cette expression de merde qui consiste à dire la base, bah c'est plutôt le bon moment. Parce que avec les exemples que je viens de te présenter, et surtout Kino Automate, ben ça constitue la vraie base du spectateur actif. Et du coup, aujourd'hui, il en est où, spectateur ? La notion de multi-écran, elle n'est pas nouvelle. Et là encore, on va devoir sortir notre cosplay d'archéologue. Si tu kiffes ce petit jingle autant que moi, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc le multi-écran se met en place avec la Polyvision d'Abel Gance, dans son film Napoléon réalisé en 1926. C'est à partir de là qu'on peut parler d'un basculement du spectateur vers l'interacteur. Oui, je sais. Je vous ai dit précédemment que Kino Automate était le premier film interactif, c'est vrai, mais on peut se demander si regarder plusieurs écrans à la fois, ce n'est pas finalement avoir une interaction. Pour développer cette idée, je vais prendre l'exemple de Benzaï. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Non. Pas les hard corners. Moi je vais vous parler des live Twitch qui sont rediffusés sur YouTube. Voilà ce que dit Benzaï en lisant les commentaires. Ah ah, il y a des gens qui sont guaqués par ma photo d'Harry Potter. Ce commentaire d'un internaute ou d'une internaute veut dire tout simplement que chaque spectateur regarde à sa manière les 3 cadres de l'écran. Sans compter la lecture des trolls sur le chat, si t'es en train de regarder Twitch en direct. Finalement, tu te balades entre les 3 écrans comme le ferait le spectateur de Napoléon par Abel Gance. Et là je vais citer Jean-Jacques Music qui dit « La polyvision est donc à la fois la confrontation simultanée des images entre elles et leur union pour former un immense panorama. Le split screen est un tout. On voit Benzaï en interaction avec l'écran de jeu, ce qui nous laisse voir à la fois le champ et le contre-champ de l'action du gamer. Et toi, tu choisis quel écran regarder. D'où le fait qu'il y a confrontation, vu que tu dois faire un choix entre plusieurs images. Du coup, peut-on considérer que ce visionnage est passif à partir du moment où le spectateur réalise des choix dans sa manière de regarder les images? C'est comme si tu te créais ton propre montage vidéo mémoriel, avec à chaque visionnage une nouvelle expérience.
Un autre concept que le split screen et qui s'impose de plus en plus pour rendre le spectateur autonome, donc actif dans son visionnage, c'est la réalité virtuelle avec les vidéos à 360 degrés. Oh, j'ai vraiment l'impression d'avoir un monstre qui me tourne autour. Allez, remontez-moi. Oh, oh, le parpaing qui tombe à pic. Ouais, t'as beau croire que t'es à Tataouine-les-Bains en train de nager avec des requins, t'auras toujours l'air aussi con. Dans l'émission Futur Mag, diffusée le 26 novembre 2016 sur Arte, ouais j'avoue, parler d'Abel Gance puis ensuite de Benzaï pour revenir à Arte, ça peut faire un choc. Reste accroché, ça va aller. Donc, dans cette émission, le narrateur dit une phrase importante. Et grâce à des manettes munies de capteurs de mouvement et de position, il est maintenant possible d'agir dans ces mondes numériques et de ne plus en être qu'un simple spectateur. Ok, tu peux pas agir avec l'environnement si t'as pas les manettes. Mais le terme de simple spectateur, pour moi, il est un petit peu gênant. Si on revient sur la définition de Montaigne, le simple spectateur, c'est celui de la passivité, celui qui est dans un état quasi hypnotique face à l'écran. Alors qu'avec les vidéos à 360 degrés, c'est toi qui choisis où tu vas regarder. Tu sors de cet état contemplatif du cinéma où un réalisateur dirige ton regard. Alors je suis d'accord, si on prend les vidéos d'Agent GB à 360 degrés, tu peux pas décider du déplacement de la caméra du point A au point B. Hashtag pas dans la rue, hashtag pas dans ton cul, hashtag Marion Déclin. Mais tu peux décider de la direction de ton regard par un mouvement panoramique. Le cadre et ses limitations n'existant plus, on laisse place à une liberté de mouvement qui induit la réalisation de ton propre regard, la réalisation d'un visionnage individuel, comme le split screen. Et au-delà de ton interaction sur des vidéos existantes, toi spectateur contemporain, tu peux interagir sur des vidéos avant ou pendant leur réalisation. Sur YouTube et Twitch, tu crées déjà une interaction par le simple visionnage. Ta passivité est finalement considérée comme une activité de sociabilité. Si on te dit que tu es associable, prends des notes, c'est le moment. Comme le dit Julie Aleph Dilmach, et là j'espère vraiment que j'ai bien dit, de toute façon j'ai mis une bibliographie dans la description, donc si tu veux y jeter un œil, c'est en dessous. Alors qu'est-ce dit la madame? Elle dit que le spectateur donne de l'existence au vidéaste par le simple fait de regarder sa vidéo. Et donc, l'addition des visionnages par les spectateurs du contenu a un impact direct sur le référencement et ce que l'on pourrait appeler une légitimité sur la plateforme en question. En bref, tu mets un pouce bleu et tu partages ma vidéo. Fais-le. Allez, fais-le. Et le spectateur de vidéos sur internet a un pouvoir différent de celui de la télévision et du cinéma. Il peut commenter, partager, bref, donner son avis sur la vidéo. Après, on peut aussi considérer que rager sur un film avant sa sortie ou gueuler sur un gros débile de la télé qui se rend pas compte de sa connerie est une forme de pouvoir similaire à celui du spectateur de YouTube. Mais là, c'est une autre histoire. On va rester sur l'interaction avec les vidéos YouTube, parce que ça reste assez différent de la télévision et du cinéma. Si on prend le cas du let's play, on a déjà quelque chose qui évoque l'interaction et le partage, puisque littéralement, let's play, ça veut dire jouons. Le vidéaste n'est plus le seul à jouer. Il joue avec le spectateur qui communique avec lui. Si on prend le let's play du jeu Subnautica par Fanta de Fantabob Games, Fanta Fail pour les intimes. T'as pas de couilles? Non, j'en ai, j'appuie, moi je prends pas de risque, j'ai pas envie de te refaire. Duny, alors t'as pas de couilles, Duny, t'es qu'un blond. A few moments later. Non, je suis pas bon, précisément. Non, pitié. D'accord, c'était complètement gratuit. Mais avoue quand même qu'on s'en lasse pas de ce fail sur GTA V. Donc dans Subnautica, à plusieurs reprises, Fanta rate des éléments ou n'atteint pas son but. En lisant les commentaires, on constate que des spectateurs le conseillent régulièrement, si bien que lors de la vidéo suivante, voilà ce que dit Fanta. C'est super Fanta, on peut vraiment voir une amélioration dans ta façon de jouer depuis l'année dernière, moins de fails, une quantité importante déjà d'objets créés, c'est très agréable et détente à regarder. Évidemment, ça s'applique uniquement si le gameplay a été enregistré après réception des commentaires. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Et puis, il y a le pouce bleu. Le fait de mettre un pouce bleu, ça indique généralement si le vidéaste est sur la bonne voie. Du coup, c'est à toi de décider s'il va continuer à jouer sur ce jeu ou pas. Donc tu mets un pouce bleu sur cette vidéo. Ok, je suis ultra relou, ça fait juste 2 fois que je vous demande des pouces bleus. Putain, c'est quoi ce bordel? Et même si tu mets pas de pouce bleu sur la vidéo et que tu ne la commentes pas, eh ben ta passivité a quand même un caractère actif. Julie Aleph Dilmach dit que, dans la société dite sur écran, c'est donc d'abord par le regard de l'altérité, à savoir du spectateur, que l'individu se construit et entre dans la lumière. Voilà pourquoi ta passivité fait office d'activité. Ton visionnage participe au référencement du vidéaste autour de toutes ces vidéos de merde. Allez les petits copains. Coucou les petits copains. Je vais éviter de m'attarder là-dessus et on passe à la suite. À moins de suivre le flux des vidéos de manière immédiate, c'est-à-dire environ
1 ou 2 jours après publication, t'as quasi aucune chance d'avoir un impact sur le let's play. Tu fais que nourrir l'algorithme de YouTube. Et donc c'est là que je vais parler de Twitch, parce que sur cette plateforme, quasiment toutes les interactions sont immédiates. Alors oui, je sais, il y a quelques secondes de latence, je suis au courant, je te rappelle que j'ai déjà fait des lives sur YouTube quand même. Donc si on revient sur le cas Benzaï, pendant qu'il joue, il y a interaction avec les spectateurs sur plusieurs plans. La chatroom et les dons financiers qu'il relève. Merci ChronoApp. Et voilà ce qui se passe à un moment. Attends, c'est Jérémy Soul qui fait la musique? Non mais attends, putain. What the fuck? Attends. L'interaction en direct avec Benzaï induit le contrôle de la partie par le spectateur, puisque le vidéaste va arrêter de jouer pendant quelques minutes pour vérifier cette affirmation. De la même manière, si le joueur est bloqué, le spectateur peut lui dire quoi faire pour avancer. Contrairement à ce que disait Montaigne, ici le spectateur regarde l'action et il la fait aussi. Prends ça dans ta gueule Montaigne. Et du coup, Benzaï, c'est un peu ton joystick. Tout comme avec Fanta, le spectateur intervient sur la suite des événements. Sauf qu'ici, c'est dans l'immédiateté la plus pure, avec quelques secondes de latence. Fais pas le malin derrière ton écran, je sais que si je t'avais pas parlé des secondes de latence, là tu m'aurais dit dans les commentaires les secondes de latence, donc c'est pas l'immédiateté les plus pures. Je le sais, tu me l'aurais dit d'abord, alors fais gaffe à ta gueule, Tu me connais pas, moi les rageux, je leur nique leur mère. Bon, et puis on va quand même passer à la dernière partie de cette vidéo, parce que là je sais pas pourquoi je suis en train de m'énerver, d'un coup je sais pas, j'ai pensé aux secondes de latence, j'ai pensé aux rageux, donc du coup je m'énerve, et je sais que si on passe pas à la suite, je vais rester énervé, donc je vais m'énerver, puis je vais jamais arriver au bout, à moins que d'un coup il y a un bip qui arrive et qui me fait fermer ma gueule. En définitive, on observe une transformation du spectateur, un basculement vers ce que Catherine Guénaud appelle l'interacteur. Cette tendance, on l'a constaté, elle n'est que le prolongement d'un long processus mis en place il y a presque 100 ans. Mais avec les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et le développement social d'Internet qui évolue de plus en plus vite, la mouvance de cette culture visuelle connaît par la même occasion une accélération non négligeable. Avec Internet, le spectateur est au pouvoir. Of course! Si bien qu'on peut laisser dire au spectateur tout ce qu'il veut dans les commentaires, crétin qu'il est, en pensant qu'il a la science infuse et que son avis est universel. Alors qu'il n'est pas foutu de faire ses propres vidéos. Même chez Netflix, les séries interactives commencent à se mettre en place. Tu pourras carrément choisir ce qui va se passer dans les prochains épisodes de ta série, un peu comme le faisaient les lecteurs de comics Batman quand on leur a demandé s'il fallait buter Robin ou pas. Résultat, Robin est mort. On peut se demander alors si le spectateur, comme l'entend Montaigne, finira par devenir une exception au sein d'une société d'interacteurs hyper connectés qui ne laissera plus l'occasion au médium comme le cinéma de la plonger dans un état semi-hypnotique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est un format un petit peu particulier, c'est des thèmes différents, abordés d'une manière différente contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc, si t'as aimé ou si t'as pas aimé, même si ce serait dommage que t'aies pas aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai un peu si je peux continuer là-dessus ou pas. Et si t'as pas envie de commenter, mets-moi quand même un petit pouce bleu que je sache un petit peu évaluer si je peux continuer à traiter des sujets comme ça. Et si tu peux partager aussi sur Facebook et Twitter, ça te prend 2 secondes, ce serait génial. Et si t'as un avis à donner sur la place du spectateur aujourd'hui, n'hésite pas à le faire, histoire de montrer que tu es pas un spectateur, mais bel et bien un spectateur. Salut!